Salut à tous, c'est Mathis et aujourd'hui je vais vous parler de la tactique qui a dominé le foot pendant près d'une trentaine d'années. Installez-vous confortablement et profitez de ce nouvel épisode d'Histoire de foot. Pour comprendre comment est née cette tactique, il faut remonter un peu plus dans le passé, dans les années 1850. C'est à cette époque-là que les premiers clubs de foot sont apparus en Angleterre. Vous imaginez bien, à ce moment-là, la notion de tactique n'existe absolument pas, tous les joueurs attaquent et tous les joueurs défendent. En réalité, comment on peut définir une équipe à cette époque-là? C'est tout simplement 11 mecs qui ont le même maillot, et c'est tout. Voilà, si on pouvait résumer en un mot la situation sur le terrain, c'est un bordel. Le schéma d'une action est vraiment très simple. Un joueur récupère le ballon, fonce vers le but adverse, tout en se faisant courser par toute l'équipe. Maintenant qu'on a vu les bases du football à cette époque, on va se téléporter une trentaine d'années plus tard, en 1880, là où les premiers postes vont être définis. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, les postes qui sont assignés à cette époque-là et les caractéristiques des joueurs sont plus ou moins les mêmes que maintenant. Les joueurs les plus costauds, les plus balèzes sont placés à l'arrière pour défendre et ils envoient des chics pour les mecs devant. C'est finalement aujourd'hui la définition d'un pied carré. Dédicace à Saïd. Et donc en ayant assigné ce rôle au Golgoth derrière, va naître la première tactique de l'histoire du foot, le 2-3-5. Et c'est donc à ce moment-là que naît le football à 3 lignes. Les défenseurs, les demi, que aujourd'hui on appelle plus ou moins les milieux de terrain, et les attaquants. On arrive désormais en 1925, qui est probablement la date la plus importante dans l'histoire du football. L'International Board, qui est l'organisation qui régit les lois du foot, va changer une règle qui comme ça peut paraître anodine, mais qui va changer le foot à jamais. Et cette règle, c'est celle du hors-jeu. Avant 1925, pour qu'un joueur soit pas hors-jeu, il fallait être couvert par 2 défenseurs plus le gardien. Vous imaginez bien qu'être attaquant, c'est une galère parce que du coup, les passes en profondeur sont quasiment impossibles. Les seuls buts qui sont marqués sont sur des rushs solitaires, donc c'est vraiment pas facile. En 1925, la règle change et passe à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, pour être couvert, il faut juste un défenseur et un gardien. Effet absolument immédiat, les attaquants explosent les compteurs de buts. Les passes en profondeur sont désormais possibles et les défenseurs n'étaient pas du tout prêts à ce changement parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de devoir être ordonné. Eh bien oui, parce qu'avant 1925, pour être hors jeu, il fallait 2 défenseurs. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui pouvait rester derrière, l'autre qui pouvait monter, et donc t'étais quand même hors jeu si t'étais entre les deux. Maintenant ça c'est plus possible, pour mettre quelqu'un hors jeu, t'es obligé d'être aligné avec ton défenseur, et donc une notion d'organisation naît. Et c'est la première, et ça va être celle qui va changer beaucoup de choses. À ce moment-là, Herbert Chapman, qui est entraîneur d'Arsenal, affronte Newcastle. Ils se prennent 7-0. Ça fait très mal, et lui, il va pas digérer, et il va prendre ça à très premier degré. Il se dit pas, c'est un match qu'on a raté, il se dit surtout, il y a quelque chose à changer dans cette équipe, parce que si on se prend 7 buts à chaque match, on va jamais gagner. Le coach des Gunners décide donc de convoquer Charlie Bouchan, qui est le capitaine d'Arsenal à ce moment-là, pour parler d'une nouvelle tactique. La première réflexion, c'est, on a pris 7 buts. Ce qui veut dire que les attaquants sont soit beaucoup trop forts, soit notre défense est vraiment trop nulle. Malheureusement pour l'équipe, ils choisissent la deuxième option et ils se disent que les défenseurs sont pas assez bons, qu'il faut en mettre un de plus, parce que s'ils sont 5 attaquants en face contre 2 défenseurs, c'est quasiment impossible de défendre. Ils font alors quelques changements dans la composition et optent pour une défense à 3. Dit comme ça, un défenseur en plus contre 5 attaquants, ça peut ne pas faire grand chose, et pourtant, ils vont devenir quasiment imbattables. Le 2-3-5 que nous connaissions depuis quelques années maintenant en Angleterre devient alors un 3-2-2-3, autrement appelé le WM. Le principe est plutôt simple. Reprenons le 2-3-5 pour que je vous montre. Pour passer de 2 défenseurs à 3 défenseurs, ils vont faire descendre un demi, ce qui fait qu'il en reste 2 au milieu de terrain. On a déjà notre 3 et 2. Il manque plus que le 2-3 de devant. Comment c'est possible? Si on regarde la ligne des 5 attaquants de devant, on peut voir 2 ailiers, un avant-centre et 2 joueurs entre chaque joueur. Ces 2 joueurs-là vont descendre d'un cran pour devenir des milieux offensifs. Et ça y est, on a notre 3-2-2-3. Vous voyez le M et le W se former. Voici comment la tactique est née. Les rôles assignés paraissent évidents maintenant. 3 défenseurs, 2 milieux défensifs qui soutiennent la défense, 2 milieux offensifs qui soutiennent l'attaque et les 3 attaquants qui bombardent devant. À notre époque, vu comme ça paraît simple, mais écoutez-moi bien, à cette époque-là, la notion de tactique, d'organisation et de collectif est inexistante. Avoir une tactique, tenir un rôle pendant 90 minutes, rester à son poste sans partir en cacahuète, c'est un exploit à ce moment-là. Tous les clubs ne peuvent même pas la mettre en place tellement c'est difficile d'un point de vue physique pour les milieux de terrain parce qu'ils doivent à la fois défendre et attaquer, et même mentalement comprendre le jeu, savoir se placer sur un terrain, c'est vraiment pas simple parce que avant c'était une unité, c'est tout le monde courait vers le ballon comme si on était en U7 et il n'y avait pas de stratégie. Et donc on est passé d'une tactique de kick and rush, c'est-à-dire courir, tirer
et peut-être on marque sur un malentendu, à du vrai collectif et des actions construites. À ce moment-là, on est en Angleterre et les Gunners vont gagner de multiples championnats ainsi que de multiples coupes juste après avoir mis en place cette tactique. Ce sera un peu les précurseurs finalement avant que ça s'exporte à l'étranger, mais attention, à ce moment-là, Internet ça n'existe pas. L'exportation est beaucoup plus lente et beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire qu'elle se fait géographiquement. Ça va arriver en premier dans le nord de la France vu que c'est le plus proche de l'Angleterre, avant de s'exporter vers le bas. Il n'y a pas du tout cette notion de hop, on filme et comme ça tout le monde peut faire pareil. La tactique du WM restera la plus connue et la plus forte pendant près d'une trentaine d'années jusqu'en 1960, où là de nouvelles tactiques vont apparaître, le 4-2-4, le 4-4-2, le 4-3-3, et ça on en reviendra dans d'autres épisodes. Et c'est donc grâce à une règle que le football a changé à jamais. Les coachs l'ont compris aujourd'hui. Maintenant, pour gagner un match, le plus important c'est de ne pas prendre de but plutôt que d'en marquer beaucoup. J'ai été très content de vous raconter cette histoire. N'hésite pas à t'abonner et à me dire en commentaire si tu as bien aimé la vidéo. Je te mets tous les liens de nos autres réseaux sociaux en description et on kiffe le foot.